La transformation de Fourier joue un rôle très important en physique, notamment en acoustique, en spectroscopie, en optique et en cristallographie. Les instruments de musique se différencient non seulement par leur registre, c'est-à-dire par leur étendue dans la gamme des fréquences, mais surtout par leur timbre. Le son produit par une flûte donne une impression très différente du son de même hauteur produit par un violon. Plaçons devant l'un de ces instruments un microphone relié à un oscilloscope par l'intermédiaire d'un amplificateur. Les variations du courant traduisent les variations dans le temps du son. L'oscilloscope permet ainsi de connaître la structure du son émis par l'instrument. Voici une flûte dont le son est pratiquement sinusoïdal. Et un violon qui montre une courbe plus complexe. C'est la structure de ces courbes périodiques qui caractérise le timbre des instruments. Considérons une courbe périodique ayant la forme d'un créneau illimité. D'après le théorème de Fourier, on peut reconstituer cette courbe en superposant une infinité de sinusoïdes. D'abord, une sinusoïde dont la période ou la fréquence nue est la même que celle du créneau. C'est la fondamentale. Puis, toute une série de sinusoïdes de fréquences et d'amplitudes déterminées. Ce sont les harmoniques. Voici le résultat si on superpose la première et la deuxième sinusoïde. Puis, lorsqu'on ajoute la troisième, et enfin un grand nombre de sinusoïdes. Plus on utilise d'harmoniques, et mieux la courbe obtenue se rapproche du créneau. Revenons à la reconstitution du créneau à partir des sinusoïdes et portons sur un graphique les fréquences des harmoniques en abscisse et les amplitudes correspondantes en ordonnée. Ce graphique s'appelle le spectre du créneau. On dit qu'on a fait l'analyse harmonique du créneau ou analyse de Fourier, du nom du mathématicien français qui, le premier, a étudié ces problèmes au XIXe siècle. Grâce à un analyseur de fréquences associé à l'oscilloscope, on peut étudier la composition spectrale du son émis par la flûte ou le violon. Le spectre de la flûte ne montre qu'une seule fréquence, la fréquence fondamentale, comme il fallait s'y attendre, puisque la forme de la vibration observée sur l'oscilloscope était pratiquement sinusoïdale. L'élargissement du signal est dû ici à la vitesse de balayage de l'oscilloscope. Mais pour le violon, on a un spectre plus compliqué. Et c'est la présence des harmoniques superposées au son fondamental qui détermine le timbre d'un instrument. Reprenons l'expérience avec un générateur électronique. Il émet des impulsions qui sont étudiées par l'analyseur de fréquences. Le générateur envoie des impulsions telles que celle-ci. La durée de l'impulsion est mesurée par la longueur du trait horizontal supérieur. L'analyseur de fréquences permet d'observer le spectre de l'impulsion. L'abscisse du point lumineux donne la fréquence et l'ordonnée l'amplitude. On voit que le spectre contient toutes les fréquences. C'est un spectre continu. Si la durée de l'impulsion diminue,
le spectre s'élargit et l'élément de courbe est situé plus à droite. Si la durée de l'impulsion augmente, le spectre devient plus étroit. De même en optique, où le spectre d'une source lumineuse dépend de la longueur des trains d'onde émis par ces atomes. Dans les phénomènes d'optique électromagnétique, on peut admettre en effet que les ondes ne sont pas émises de façon continue, mais par trains d'ondes provenant des divers atomes de la source. Les spectromètres sont les instruments d'optique qui permettent d'analyser le spectre émis par une source. Étudions le spectre de différentes sources plus ou moins monochromatiques. Considérons d'abord le spectre émis par un laser à gaz hélium-néon. On observe ici une raie rouge bien monochromatique. Le spectre f de nu s'écarte très peu d'une fréquence nu0. Et les trains d'onde f de t sont des sinusoïdes presque illimités. Considérons maintenant une lampe à vapeur de mercure à moyenne pression. La radiation verte n'est pas parfaitement monochromatique. Les trains d'onde f de t sont beaucoup plus courts que dans le cas du laser, et le spectre est très étalé. Pour simplifier, nous supposerons que les trains d'onde sont des sinusoïdes limités. Le spectre f de nu est d'autant plus étroit que les trains d'onde seront plus longs. C'est la longueur des trains d'onde qui détermine la finesse du spectre émis par une source lumineuse. Il existe une expression mathématique qui permet de calculer le spectre f de nu connaissant la vibration f de t et inversement. Les mathématiciens écrivent l'équation suivante. Elle exprime que la vibration f de t est la transformée de Fourier du spectre f de nu. On écrit aussi cette deuxième équation. Elle exprime que le spectre f de nu est la transformée de Fourier de la vibration f de t. Ce sont ces deux équations qui constituent la transformation de Fourier. Éclairons un interféromètre de Michelson par une source dont nous voulons étudier le spectre. Pour simplifier, nous considérons une source ponctuelle S. Elle est placée au foyer d'un objectif O1. Le faisceau parallèle émergent est partagé par la séparatrice G en deux faisceaux d'amplitudes égales. Ces deux faisceaux se réfléchissent sur les deux miroirs plans M1 et M2. Ils se superposent à nouveau et sont concentrés sur un récepteur R à l'aide d'un objectif O2. Dans la position initiale, le miroir M1 est symétrique du miroir M2 par rapport à G. Les vibrations, qui ont suivi le trajet 1 et le trajet 2, ont accompli exactement le même trajet. Leur différence de marche est nulle. Éloignons le miroir M2. La différence de marche augmente et les variations d'intensité sur le récepteur sont données par les règles élémentaires des interférences. Remplaçons la source ponctuelle par une source étendue. Le récepteur est ici une caméra et on voit les franges défiler sur l'écran. La caméra est maintenant remplacée par une cellule photoélectrique
relié à un enregistreur qui montre les variations d'intensité en un point du champ. Déplaçons lentement le miroir M2 en lui donnant une vitesse constante. Si la source S est rigoureusement monochromatique, la courbe enregistrée à l'aide du récepteur est une sinusoïde. En fait, la source n'est jamais monochromatique et la courbe, appelée interférogramme, n'est pas une sinusoïde. Utilisons maintenant une source émettant une raie très large. L'amplitude des oscillations, c'est-à-dire la visibilité des franges, décroît lorsque la différence de marche augmente. L'interférogramme I décrit en quelque sorte la vibration. Il est lié au spectre f de nu de la source par la transformation de Fourier. L'expérience donne l'interférogramme I et le calcul permet de connaître le spectre f de nu. On fait de la spectroscopie par transformation de Fourier. Ce spectromètre, basé sur la méthode de Fourier, a été réalisé par Kohn au Centre national de la recherche scientifique. Kohn a pu obtenir avec cet instrument des spectres remarquables des planètes. Voici deux enregistrements du spectre de la planète Mars. La courbe numéro 1 a été obtenue par les méthodes classiques et la courbe numéro 2 par transformation de Fourier. Cette dernière courbe montre très bien les bandes d'absorption du gaz carbonique et les progrès réalisés grâce à la spectrométrie par transformation de Fourier. La transformation de Fourier, qui joue un rôle important dans l'étude des vibrations lumineuses et de leur spectre, est également très féconde dans l'étude de la formation des images données par les instruments d'optique. Prenons comme source lumineuse un laser. Le faisceau émergent est un faisceau étroit de rayons parallèles. Et l'objet, ici un réseau transparent, est éclairé en lumière cohérente. Dans le plan du réseau, la répartition des amplitudes est représentée par une courbe en créneau, identique à celle que nous avons considérée précédemment. Comme nous l'avons vu, on peut reconstituer l'objet, c'est-à-dire le réseau, en superposant en amplitude une infinité de sinusoïdes de différentes fréquences. Mais maintenant, nous appelons fréquence nu l'inverse du pas P. Les fréquences considérées ici sont donc des fréquences spatiales. Comme dans le cas de l'acoustique, nous traçons un graphique en portant les fréquences spatiales en abscisse et les amplitudes correspondantes en ordonnée. Dans le cas du créneau, on a les fréquences 1 sur P, 3 sur P, 5 sur P, etc. L'ensemble constitue la transformée de Fourier de l'objet, c'est-à-dire du réseau. On peut observer directement la transformée de Fourier du réseau par l'expérience suivante. Plaçons immédiatement après le réseau un objectif et observons son plan focal. Tous ces points lumineux monochromatiques constituent les spectres du réseau. Leurs amplitudes correspondent à celles du graphique précédent. Sur ce schéma, on voit la transformée de Fourier f de nu au foyer de l'objectif O1 placé immédiatement après le réseau R. La transformée de Fourier f de nu est formée par une série de points lumineux, l'image centrale et les spectres situés de part et d'autre. On passe du réseau R à la transformée f de nu par une transformation de Fourier. Plaçons dans le plan de la transformée f de nu
un deuxième objectif O2 qui forme en R' une image du réseau R. Le passage de f de nu à l'image R' s'effectue aussi par une transformation de Fourier et permet de comprendre le mécanisme de formation de l'image R' du réseau R. Imaginons qu'avec un diaphragme, on arrête tous les spectres, sauf l'image centrale. On constate que l'image R' est uniforme. On ne voit pas les traits du réseau. Laissons passer l'image centrale et deux spectres situés de part et d'autre de l'image centrale. Une image du réseau apparaît aussitôt, mais les traits ne sont pas à bord net. L'image R' est due aux interférences des vibrations envoyées dans l'image R' par l'image centrale et les spectres. Plus on laisse passer de spectres, et mieux on reconstitue l'image. Il peut passer ici 9 spectres. Reprenons l'expérience qui nous a permis d'observer les spectres du réseau. Le montage donne maintenant la possibilité de faire la mise au point en même temps sur le réseau et sur les spectres. Voici l'aspect du champ lorsqu'on laisse passer seulement l'image centrale. Tout le champ est uniforme et il n'y a pas d'image du réseau. Laissons passer l'image centrale plus un spectre de chaque côté. Une image du réseau apparaît. Plus on laisse passer de spectres, et plus la structure de l'image se rapproche de celle de l'objet. L'étude de la structure atomique des cristaux se fait aussi à l'aide de la transformation de Fourier, mais à une toute autre échelle. On sait qu'un cristal est un ensemble d'atomes disposés régulièrement dans l'espace de façon triplement périodique. On a un réseau à 3 dimensions. Considérons un pinceau étroit de rayon X monochromatique qui traverse un cristal et tombe sur une plaque photo. Ce sont les électrons des atomes qui diffractent les rayons X. Faisons tourner le cristal. Après développement, on observe sur la plaque photo un diagramme formé par une série de taches régulièrement réparties. Pour une tâche donnée, les ondes diffractées par le réseau cristallin présentent entre elles des différences de marche égales à un multiple entier de la longueur d'onde des rayons X utilisés. L'ensemble de ces tâches caractérise la transformée de Fourier du cristal. Après un choix convenable des coordonnées, on peut caractériser l'amplitude diffractée par une fonction f de x, y, z. En appliquant la transformation de Fourier, il est possible de connaître la densité électronique petit f de x, y, z à l'intérieur du cristal et d'en déduire la position x, y, z des atomes et leur liaison. La transformation de Fourier permet d'écrire l'équation suivante. Malheureusement, quel que soit l'appareil de mesure, chambre à ionisation, compteur à scintillation, compteur Gégère ou plaque photographique, on ne peut pas enregistrer les phases. On mesure seulement une quantité d'énergie qui est représentée par l'expression suivante. Mais des relations statistiques permettent d'estimer les phases de f de x, y, z et d'en déduire la structure du cristal. La transformation de Fourier peut être obtenue photographiquement avec le photosommateur harmonique de LR. Voici des résultats successifs au fur et à mesure que l'on ajoute les termes d'une série de Fourier. On voit les atomes, qui apparaissent ici sous forme de petites taches noires, se détacher de mieux en mieux. Mais l'on fait généralement ces calculs par approximation successive à l'aide de machines électroniques. Les résultats sont représentés par des courbes qui donnent la densité électronique à l'intérieur du cristal
et permettent de déceler la position des atomes. Ces quelques exemples montrent les applications fécondes de la transformation de Fourier dans différents domaines de la science. Mais le développement, chaque jour plus important, de techniques nouvelles laisse entrevoir de grandes possibilités dans l'avenir.